Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette tribune spéciale de Tchelika Média. Ce soir, nous abordons un sujet que la société congolaise a trop longtemps traité à voix basse. La violence conjugale, des coups, humiliation, emprise psychologique, violence économique. Derrière les murs de nombreux foyers à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans nos départements, des femmes vivent un quotidien de souffrance que le silence familial et social continue de protéger. Ce silence a un prix. Il se paye en vie brisée, en enfants traumatisés, parfois en drame irréversible. Il est temps d'en parler, surtout sans détour, avec rigueur, humanité et avec ambition de proposer des pistes concrètes. Pour en parler sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Isaac Ongaï, juriste. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Monganza Jurch, il est psychologue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame. Merci. Flora Povor Guylaine, femme politique et présidente de Moissi Zongela Ballet. Bonsoir. Le plaisir est pour moi, madame. Bienvenue. N'oubliez surtout pas de partager ce contenu, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites un effort supplémentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer sur Tchelika Média. La tribune spéciale, c'est tout de suite. Bon, alors, d'entrée de jeu, passons la loupe à la définition de la violence conjugale. Qu'entendez-vous par violence conjugale? Est-ce uniquement des coups ou cette notion englobe-t-elle des formes plus subtiles de violence? La question à qui veut prendre? Allez-y. Je peux commencer. Allez-y. Étant juriste, je pense que je vais me référer à un texte juridique. Nous allons parler de la loi Mouebara, qui est une loi, un texte qui a été vulgarisé, qui est connu de tout le monde. Et donc, la violence conjugale est définie dans cette loi à travers son article 8, constitue une violence conjugale tout comportement au sein d'une relation intime qui cause un préjudice ou des souffrances physiques, psychologiques ou sexuelles aux personnes qui sont parties à cette relation. On comprend par là que la violence conjugale touche deux personnes, en généralité un couple. Et cette violence, elle peut avoir plusieurs aspects. Elle peut être physique, elle peut être morale, elle peut être sexuelle, elle peut aussi être économique. Physique, c'est lorsque ça porte atteinte, par exemple, au corps de la personne, de la victime. Morale, c'est quand c'est psychologique. Et sexuel, c'est quand c'est par voie sexuelle. Et économique, c'est lorsque, par exemple, il y a une influence au niveau de l'aspect financier. Le mari peut violenter la dame, elle a du mal à se plaindre parce qu'elle sait que le mari, il a beaucoup d'argent, donc si je quitte ce foyer, peut-être que je n'aurai pas les conditions nécessaires et donc, grosso modo, la violence conjugale, je pourrais définir cela de cette façon. Est-ce que, en définition, financièrement, si un homme, par exemple, je parle d'un homme marié qui n'arrive pas à satisfaire sa femme financièrement, ou soit à lui défendre de l'argent, c'est une violence. Elle peut être considérée comme violence financière, ça? Oui, ça peut aussi. Nous avons des marios. Les marios, ce sont des hommes qui dépendent de leur femme. Et ça, c'est constitué comme violence? Oui, ça reste aussi une violence financière, mais bien évidemment, dans le cadre de la loi Mouebara, on est plus axé sur les violences qui se font sur les femmes. Mais sinon, les violences conjugales, elles peuvent aussi être à l'égard d'un homme, tout comme à l'égard d'une femme. Et les hommes subissent aussi. Guylaine Faubourg, tu es oui, en fait, moi, je vais résoudre tout cela en un seul mot. La violence, pour moi, je vais plus la définir comme une sorte de maltraitance. Et cette maltraitance, comme l'a dit le juriste, ça peut être physique, ça peut être mental. Et le mental renvoie à ce qui est psychologique. Voilà un peu en un mot comment je pourrais définir moi cette violence. Docteur? Merci. Je pense que la définition évoquée par le juriste tient, mais il faut ajouter un élément, l'aspect verbal, parce qu'au moyen de la parole aussi, on peut agresser. Ouais, maintenant, l'aspect financier, comme vous l'avez évoqué, un homme qui ne donne pas de l'argent à sa femme, c'est déjà une sorte de violence, parce que la femme se sent incapable
vous voyez, et de s'occuper d'elle-même, hein, de faire, vous voyez, ce qu'elle veut. Et du coup, cette incapacité peut être traduite comme l'autre là, une violence aussi. Elle peut être traduite comme une violence, déjà sur la violence physique, hein, qu'est-ce que je dis, financière. On entend beaucoup, hein, beaucoup d'hommes dire que ah non mais moi je suis pas son père, pourquoi est-ce que je vais m'occuper financièrement de cette femme. Pour eux, ils trouvent ça normal alors que c'est considéré comme une violence. Bon, la normalisation de certains actes relève de notre culture et de notre imaginaire collectif. Oui, donc ce n'est pas normal qu'un homme étant pilier de la maison, de priver de l'argent à sa femme, parce que la femme a ses besoins, la femme a ses devoirs et tout ce qu'elle peut faire aussi. Donc, un homme responsable et normal devrait, vous voyez, toujours s'occuper de sa femme. C'est de son devoir et de son droit. Docteur, mais est-ce que la violence verbale n'est pas considérée comme une violence psychologique aussi? Il faut différencier psychologique et verbal. C'est quoi la différence, docteur? Il y a des similitudes. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, je viens, je vois la dame, et je pose des actes qui peuvent, vous voyez, impacter, causer des affections psychologiques. En ce moment-là, on parle de violence psychologique, alors que les violences verbales sont beaucoup plus liées à la parole. C'est beaucoup plus lié à la parole, alors que le psychologique peut aller au-delà au travers de différents aspects. On y reviendra hein, pour ces aspects. Alors, selon vous, ce fléau est-il en augmentation, en recul, ou simplement plus visible aujourd'hui en République du Congo? Guilaine Apovor, toi qui as une association, commence par toi. Merci Madame Nestine, je suis d'ailleurs très heureuse d'être sur cette tribune de Tcheleka Média. Ces violences, je pense que ce sont des faits qui se passent quotidiennement dans nos sociétés, mais seulement c'est parce que nous sommes soumis à un silence et il est temps pour nous d'arrêter de vivre dans le silence et de porter la voix afin de dénoncer. Parce que pour moi, je pense que la guérison de ces impacts négatifs de ce que cause la violence conjugale ne vient que du fait de dénoncer. Une personne qui dénonce déjà, c'est une personne qui a déjà fait son premier pas dans la guérison. Donc, pour revenir à votre question, je dirais que oui, ce sont des faits qui se vivent dans notre société, mais malheureusement, nous gardons silence et il est temps d'arrêter de garder silence, de briser le silence et de dénoncer. Il est temps de dénoncer avec vous, hein, Isaac Ongaï. Hein, nous allons aborder le volet juridique. Que dit précisément la législation congolaise actuelle sur les violences conjugales? Existe-t-il hein, un cadre juridique spécifique ou révèle-t-on du droit pénal commun? Alors, très bonne question. Avant la promulgation de la loi Mouebara, il y avait des textes juridiques, mais qui n'étaient pas assez connus, on va dire. Nous avons, par exemple, des conventions, donc des traités entre pays. Nous avons le CEDEF, qui est une convention qui interdit les discriminations plutôt envers les femmes. Et nous avons aussi le protocole de Maputo, qui va dans le même sens. Mais ces textes-là n'avaient pas vraiment d'impact sur le plan national. Donc c'est à travers la loi Mouebara qu'il y a quand même eu un petit impact, ça a quand même réveillé certaines consciences, mais malheureusement ce n'est pas suffisant. Bien évidemment, cette loi prévoit des procédures. Lorsque vous subissez une violence, il faut se rapprocher soit d'un service de police pour porter plainte, soit encore aller directement auprès du procureur de la République, ou encore vous pouvez vous rapprocher du ministère en charge de la femme qui va vous orienter sur la procédure. Mais on constate que publier des textes c'est bien, mais le problème maintenant c'est au niveau de l'effectivité de ces textes-là. Donc on aura beau avoir des textes juridiques, mais tant qu'il n'y aura pas d'effectivité, bah, il y aura un problème. Et c'est un peu le souci avec la loi Mouebara. Il y a eu une campagne, on a sensibilisé les gens autour de ça, mais après, quelle est la suite? On en est où maintenant? On revient sur la loi Mouebara peut-être le 8 mars, voilà, on fait quelques sensibilisations, mais le reste des mois, on n'en parle plus. Et donc c'est là peut-être le souci.
moi, en tant que juriste, je le reconnais, on arrive à édicter des normes, mais qu'en est-il du respect maintenant de ces normes-là? Alors, si on comprend bien, pour vous, cette loi, on ne parle que de cette loi que en mars. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait qu'on aborde ce sujet de loi Moi Ibarra, et pourtant c'est une bonne loi qui vient protéger les femmes, Guylaine Apovoa, je ne sais pas, tu vas le dire si je me trompe, qui vient protéger les femmes, mais pourquoi est-ce qu'on ne sensibilise pas autour de cette loi? Alors, je pense que c'est peut-être un manque, il y a un problème au niveau de la communication, de la sensibilisation. C'est bien dommage parce que c'est un sujet très important et on ne pourrait pas se limiter simplement au 8 mars pour en parler. Je pense que cela devrait se faire de façon constante, donc tous les jours à travers des émissions comme celle-ci par exemple, c'est à féliciter. Par exemple là, nous ne sommes pas le 8 mars, nous sommes en juillet, mais on parle de violences basées sur le genre, et si on devrait suivre ce genre de démarche-là, cela devrait peut-être susciter les consciences de certaines femmes, mais aussi de certains hommes. Et donc, il y a un problème au niveau de la communication, de la sensibilisation. Guylaine Apovoa, en parlant de sensibilisation, soutien et consort, vous, en tant que présidente d'une association, quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour venir en aide aux femmes victimes des violences? Merci Madame Destine. Déjà, cette question, comme je disais tantôt, c'est une question qui gangrène la société congolaise, bien que nous avons opté pour les silences. Mais je pense qu'il faut appeler les voix assez élevées pour dénoncer cela. Au sein de l'association Mwasi Zongila Balé, déjà, dans la vision de l'association Mwasi Zongila Balé, c'est une association qui est née de beaucoup de questionnements. Il fallait se poser la question par rapport à tous ces mots qui gangrènent aujourd'hui notre société. Et nous avons pensé qu'il fallait qu'il y ait des voix qui s'élèvent. Et puis, nous avons invité finalement la femme à reprendre le balai, parce que la femme, vous saviez mieux que nous tous ici sur ce plateau, la femme reste l'actrice principale de l'éducation. Donc, il fallait remettre la femme face à ses responsabilités. Et en remettant la femme face à ses responsabilités, nous avons compris que nombreuses sont des femmes qui se taisent parce qu'elles subissent des violences conjugales qui aujourd'hui font à ce qu'elles perdent confiance en elles et qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer. Et nous avions pensé apporter des solutions à cela. Nous menons des campagnes dans le sens où nous encourageons des femmes à dénoncer. Parce qu'une femme qui est victime des violences conjugales, c'est une femme qui est déployée de ce pouvoir. Alors que nous voudrions aujourd'hui, nous dans notre optique, de vouloir que la femme porte sa voix tel l'homme est aujourd'hui capable de porter la voix dans la société. Mais une femme qui est battue, une femme qui est violentée, c'est une femme qui perd sa langue, qui est incapable de lever sa voix pour dénoncer certains faits. Et pour nous, dans le processus de la guérison, nous pensons qu'il est préférable que la femme se lève aujourd'hui, qu'elle arrive à porter sa voix. Et donc, quand vous parlez tout à l'heure de ce que nous menons comme action, par rapport à notre pouvoir qui se limite qu'à un pouvoir d'une association, c'est que nous sommes à l'écoute. Pour nous, le premier pas de la guérison, c'est d'abord écouter cette femme sans lui porter de jugement. Et dans notre pays, nous pensions qu'il y a des services habilités qui pourront répondre à cette femme parce qu'après l'avoir écoutée, il faut la protéger, il faut l'aider à sa réinsertion dans la société. Et ça, nous pensions qu'il y a des services qui sont habilités à porter ce combat qui parfois, nous, à notre niveau, il nous est peut-être impossible de mener ce combat. Et voilà un peu ce que nous, au niveau de l'association, nous faisons, c'est l'écoute de la femme, de l'encourager à briser le silence, de parler et à ce que le service habilité prenne le relais. Quand on parle de Mwasi Zongila Balé, moi, il y a quelque chose qui me tique, que Mwasi Zongila Balé, c'est quoi le concept en fait? Zongila Balé, est-ce qu'il faudrait qu'elle tienne le balai pour balayer devant sa cour ou on a envie un peu de comprendre. Moi, c'est Zongila Balé. Merci Madame Destine. C'est vrai cette question, vous n'êtes pas la seule à poser cette question. J'ai plusieurs fois rencontré des personnes qui me posent la question de savoir mais pourquoi vous voulez, parce que certaines personnes pensent que c'est une façon réductrice de retenir la femme aux travaux ménagers. Alors que c'est pas ça. Moi, c'est Zongila Balé, c'est une façon d'inviter la femme parce que c'est comme je disais tout à l'heure, moi, c'est Zongila Balé est né de beaucoup de questionnements.
Nous sommes allés sur la question de savoir pourquoi la délinquance juvénile est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Nous avions compris que celle qui éduque, c'est la femme. Nous sommes allés nous questionner sur la corruption qui gangrène nos sociétés. Nous avons compris que la femme reste la première conseillère de son époux. Donc pour nous, c'est une invitation par contre à la femme de reprendre son rôle de l'actrice principale de la transformation positive de nos sociétés. C'est pourquoi nous l'invitons à reprendre le balai pour balayer tout ce qui est anti-valeur dans la société. Merci de nous éclairer sur cette question de moi Simba Balai. On pensait déjà Zongela Balai. Zongela Balai, on pensait déjà au balai pour balayer devant sa cour. Docteur, je suis avec vous. Nous allons essayer de comprendre la souffrance des victimes. Pourquoi tant de femmes victimes persistent-elles à rester dans des relations qui les violentent malgré l'ampleur de la souffrance? Mais quels mécanismes psychologiques sont mis à l'œuvre? Merci pour la question. Je pense qu'il y a deux mécanismes. On pourrait dire que, premièrement, c'est notre société qui les contraint à rester dans ce silence parce qu'il y a de la stigmatisation, il y a de la peur de représailles. Vous voyez, aujourd'hui, une société patriarcale, vous voyez, où les hommes sont des chefs. Et si la femme se permet de revendiquer, de dénoncer, elle se dit, mais si je le fais, demain, je pourrais être en face des cris, des moqueries, de la stigmatisation, des injures, parce que la famille aussi, quand tu es sûr, quand l'enfant ou la fille est déjà au foyer, la famille se dit que bon, elle s'est débarrassée de cette fille, mais dénoncer une telle injustice, la fille se dit ou la femme se dit que je suis à la portée ou à la merci de la rue et je risquerais, si l'homme se sent lésé, il risque de me mettre à la porte. Et du coup, elle peut rester silencieuse ou sans dire mot. Maintenant, il y a d'autres femmes aussi qui activent la résilience. Elle se dit, bon, c'est comme ça notre société. Si je me permets de le faire, bon, je risque d'aller dehors, mais je préfère garder silence pour garder mon foyer. Et de surcroît, s'il y a les enfants, s'il y a des enfants, les femmes... sont dans l'optique, vous voyez, de sauver les vies de leurs enfants. C'est pour cela que d'autres ou certaines femmes préfèrent garder le silence au lieu de dénoncer cette injustice ou ce phénomène ou ce fléau. Alors, mais quels sont les mécanismes mis en œuvre pour les mécanismes psychologiques, je disais, mis en œuvre pour secourir ces femmes? Pour secourir ces femmes, pour les aider. Secourir la femme, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement psychologique et la prise en charge. Donc, il faut qu'il y ait un centre d'écoute. Il faut écouter ces femmes parce que ce sont des femmes qui traînent en elles un mal-être profond. Vous voyez, les femmes sont anxieuses, déprimées, stressées et elles développent du traumatisme ou du stress post-traumatique qui ne les permet pas d'être à l'aise dans la société ou de s'intégrer dans la vie quotidienne en fait. Dans ce cadre-là ou dans ce sillage, il faut construire ou ouvrir des centres d'écoute pour permettre à cette femme ou à ces femmes-là de s'exprimer pour liquider ce mal-être. Alors, docteur, toujours avec vous, peut-on parler d'un cycle de la violence? Comment ce schéma destructeur se reproduit-il au fil du temps? Bon, il faut voir déjà dans notre société qu'est-ce qui caractérise et quel est le soubassement de notre société, quelle est la constitution culturelle de notre société. Oui, il y a des normes patriarcales où l'homme est d'abord et avant tout le maître de la maison. Oui, étant maître de la maison, et la femme est reléguée au second plan. Donc la femme n'a pas droit à l'erreur ou n'a pas droit de parole. Et en cas de contestation, l'homme arrive pour appliquer la force physique. Parce que
il se dit, c'est moi qui suis le chef, je vais aller t'épouser et tu es devenu comme un objet pour lui. Oui, et dans ce cas-là, si la femme se permet de faire quelque chose qui enfonce l'homme, et l'homme est là pour la corriger, donc la violence devient en quelque sorte un mécanisme pour appliquer, vous voyez, sa suprématie, pour appliquer sa dominance, ou sa chefferie, ou mettre de l'ordre dans le foyer. Je pense que ça part de là. Et de surcroît, il y a des tensions économiques qui peuvent aussi être à l'origine des violences en milieu scolaire. Aujourd'hui, l'homme galère, étant dans notre société qui est exigeante ou qui demande beaucoup de la part de l'homme pour nourrir son foyer, pour prendre en charge ses enfants. Mais si l'homme est dépourvu de ses moyens, et puis il peut développer cette colère, il peut se mettre dans un état colérique, et ça peut arriver à ce que, quand la femme demande, voyez-vous, les femmes, même si vous savez que l'homme n'a rien, ah mais tu n'as pas son frère là-bas pour qu'on achète l'allumette. Ouais, ah mais tu sais que je n'ai rien, mais je... Et quand la femme essaie de dire quelque chose, le mécanisme de défense utilisé par cet homme-là, c'est la violence. La violence, vous voyez. Donc, il y a la non-dénonciation aussi de certaines victimes elles-mêmes qui se disent, je vous ai dit qu'il y a des femmes qui légitiment en quelque sorte ces pratiques-là par peur. Et pas peur de représailles, pas peur, pas honte, ou pour éviter que demain, qu'elle se retrouve dehors. Je pense que c'est ce cycle-là, ou ce sont ces causes-là qui font à ce que la femme ne dénonce pas, qu'elle reste silencieuse ou qu'elle subisse ces violences conjugales. Guélène Apovoa, mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de rééduquer la femme? Je vais parler de rééduquer parce que on nous a éduqué que la femme devrait se taire, elle devait toujours être derrière son homme, cacher la nudité de son homme. Mais est-ce qu'il n'est pas temps que l'on rééduque la femme, qu'elle a le droit de parler, qu'elle a le droit de dire non, parce qu'aujourd'hui, une femme, quand elle dit non, c'est perçu comme mauvais. Est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas temps, Guélène Apovoa? Exactement, merci Madame Destine. Vous saviez, dans l'éducation de la femme, comme a su le dire Monsieur Manganza, nous sommes déjà, il faut repartir dans nos cultures. On a eu, même dans l'éducation, dans nos familles, on nous a éduqués à ce que l'homme soit celui qui domine. C'est-à-dire que la parole de l'homme remportée sur la parole de la femme. Et dans cette optique de vouloir rééduquer la femme, comme vous le dites, mais sauf que nous devons éduquer la femme, mais pas en nous éloignant non plus de nos us et coutumes. Parce qu'il faut éviter que nous tombions dans une forme de dissociation entre nos cultures et l'évolution de la société. Il faut reconnaître aujourd'hui que le monde est en pleine mutation et cette mutation touche toutes les couches. Mais seulement, nous sommes des Africains et nous sommes liés à tout ce qui a trait avec la coutume et nos traditions. Nous ne venons pas ici sur ce plateau pour faire de la femme l'adversaire de l'homme, mais par contre, nous voulons aussi, ici notre approche c'est plus d'aider l'homme à ne pas tomber dans cette violence, parce que le fait de violenter cette femme, ou vous pouvez vous retrouver dans un cas de féminicide, peut également impacter sur l'avenir de l'homme. Donc le message doit être porté à cet homme-là plus, parce que ici nous donnons l'information à la femme pour lui dire qu'il est possible aujourd'hui, lorsque la femme se sent violentée, de dénoncer, mais le message est plus visé à l'homme pour lui mettre lui-même aussi sous une forme de protection, c'est-à-dire quand tu te mets à violenter une femme, le risque que tu tombes dans le féminicide peut t'emmener aussi à gâcher ton avenir. À l'exemple où tu tapes une femme et que le cas de malheur est arrivé, tu peux te retrouver derrière les barreaux. C'est un avenir gâché. Donc voilà, le but de l'association Moi c'est Zongila Balé, c'est une invitation à tous ces deux genres, le genre masculin comme féminin, à mettre plus l'accent sur le fait que la violence en réalité n'est pas une bonne réponse, parce que cette violence n'impacte pas seulement le couple qui se donne à ces scènes de ménage, mais également aux enfants qui sont dans ce couple. La peur est que demain
nous puissions nous retrouver déjà aujourd'hui, il faut reconnaître, dans notre société avec cette gangrène de délinquance juvénile qui sévit, où nos enfants sont capables de nous attaquer à coups de machette dans la rue. Mais je peux dire que ce n'est que la reproduction des faits qui se vivent dans le ménage. Un enfant qui voit son père battre sa mère, demain n'aura pas du mal à attaquer une tierce personne dans la rue avec la machette. Isaac Ongaï, une femme victime peut-elle porter plainte aisément? Quelles sont les démarches concrètes? Alors, quelles sont les démarches concrètes? Nous avons plusieurs hypothèses. Nous avons le cas où la dame elle peut se rapprocher d'un commissariat de police et saisir sa plainte afin que cela soit remonté auprès du procureur de la République. Nous avons aussi l'hypothèse où la dame elle peut aller directement auprès de la gendarmerie, tout comme elle peut aller au parquet directement pour voir le procureur de la République. Donc le problème n'est pas peut-être au niveau même de la procédure, mais ce serait de savoir vraiment si ces femmes-là se feront écouter. C'est ça l'obstacle. C'est ça l'obstacle, parce que souvent il y en a qui débutent la procédure, mais après peut-être qu'il n'y a pas eu de suite, et donc c'est un peu là le couac. Isaac, moi je me demande, une femme qui vient porter plainte, pourquoi il n'y a pas de suite? Alors, pourquoi il n'y a pas de suite? Là, c'est peut-être un manque de formation concernant même ces services-là. Il y a des policiers qui sont policiers, mais en réalité, mais qui ne connaissent pas qu'est-ce que le droit, qui ne connaissent pas comment protéger certaines victimes. On les a placées au mauvais endroit. Et du coup, ils font un peu n'importe quoi. Donc, c'est peut-être au niveau de la formation de ces institutions-là, de ces autorités qu'il faudrait revoir le souci. Guélène Apovoor, avec vous encore, quels sont les principaux obstacles que rencontrent les victimes lorsqu'elles tentent de dénoncer ou de quitter une situation de violence? Madame Nestine, vous savez, dans notre société, nous avons premièrement la peur du jugement des autres. C'est-à-dire, nous avions été élevés, nous, surtout les femmes, on a été élevés de notre bas âge à la préparation du mariage. C'est-à-dire, tu es préparé à te marier et à supporter tout ce que c'est vit. Une femme qui se lève pour aller dénoncer peut elle-même culpabiliser dans l'idée de croire qu'elle a certainement fauté elle-même dans son mariage. Elle n'a pas été à la hauteur. Surtout que, vous voyez, c'est une femme qui est violentée dans son ménage par un homme et se retrouver face à des officiers de commissariat, tels à la police, tant qu'à la gendarmerie, elle va certainement tomber sur un homme. C'est-à-dire, vous venez dénoncer un homme auprès d'un homme, cela peut constituer aussi un obstacle pour cette femme-là, se dire, est-ce que je serai réellement écoutée? Le juriste venait de rappeler tout à l'heure qu'il y avait aussi un souci dans la formation de ces officiers-là qui a été mandaté pour recevoir ce genre de plainte, mais malheureusement, c'est des personnes qui tombent aussi dans le jugement. C'est-à-dire, vous venez pour dénoncer, on va certainement te rappeler, ouais, vous avez moisi, vous avez balinayo, voilà, face à ce jugement, et puis à la belle famille, il faut se dire que est-ce que la belle famille au sorti d'ici, quelle sera la prestation de la belle famille, quelle sera la prestation de ma propre famille, est-ce que ça va pas retomber dessus, ça va pas me retomber dessus pour dire finalement je suis la seule responsable. Je pense que tout ça c'est une façon, la stigmatisation dans la société africaine fait que ça devient réellement un obstacle pour cette femme d'aller dénoncer ces violences conjugales. Mais est-ce que face à ça vaut le coup de rester dans son coin et de subir? C'est pourquoi nous invitons d'ailleurs toutes les femmes à briser le silence, parce que garder le silence, c'est comme accepter mourir avec ce cancer-là qui est la violence conjugale. Nous invitons les femmes à dénoncer. Pourquoi? Parce que nous pensions que dénoncer constitue déjà un premier pas vers la guérison. Puisque vous dénoncez, le simple fait de vous faire écouter et ceux qui vous écoutent, le simple fait de vous assurer une certaine protection, parce que l'écoute déjà en elle-même constitue déjà une forme de protection. C'est-à-dire quand je viens me confier à Nestine, elle m'écoute sans me juger, je pense que ça me met déjà en confiance et ça peut déjà déclencher un processus de guérison. Mais le fait que je n'en parle pas,
ça me brise de l'intérieur et ça m'empêche d'être cette femme que je devais être dans la société. Alors que maintenant, la société a besoin des voix des femmes qui s'élèvent, même dans les grandes sphères de décision, pour porter haut la voix de la femme. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que, monsieur le psychologue l'a dit, nous sommes dans des sociétés patriarcales où la voix de la femme est tant bien que mal étouffée. Déjà, vous allez reconnaître que institutionnellement, on ne donne que 30% de représentativité. Donc, ça veut dire dans les 30%, déjà, s'il y a celles qui déjà ont du mal à s'exprimer, dites-moi quelle sera la suite pour ces autres-là qui n'ont même pas l'information qu'il faut s'exprimer. C'est pourquoi je pense que toute forme de guérison commence par le fait de dénoncer, de briser le silence. Dans votre association, disposez-vous des chiffres ou des tendances significatives observées sur le terrain, notamment peut-être à Brazzaville et dans certains départements? Vous avez des chiffres? Ce qui est vrai, lorsqu'on parle de chiffres, il ne faut donc pas seulement se limiter à Brazzaville, ni dans une certaine forme des grandes agglomérations. Il faut plutôt faire des chiffres sur l'étendue nationale. Et ici sur place, je ne m'aurais pas donné des chiffres qui ne cadrent pas avec la réalité nationale, mais déjà, s'il faut constituer des chiffres par rapport dans le secteur où l'association était implantée, parce que l'association était implantée à Mungali, rien que la rencontre que l'association a pu faire avec les femmes de Mungali, nous pouvons déjà soulever un taux élevé de violence conjugale. Mais c'est comme je disais, Mungali ne représente que un faible taux peut-être de surtout de la représentativité nationale. Il faut plutôt aller chercher et écouter toutes ces autres femmes ailleurs pour finalement constituer un chiffre, pour ne pas aller pour ne pas dire n'importe quoi. C'est pourquoi, mais seulement si il faut prendre Mungali comme échantillon, je vous garantis que les violences conjugales ont un taux élevé au sein de notre société. Avant de passer au docteur Guylaine, que répondez-vous à ceux qui persistent et considèrent que les violences conjugales comme affaires privées qui ne relèvent pas de la société? À toutes ces personnes, parce que c'est ça aussi parmi les obstacles que vous avez soulignés tout à l'heure, ça reste ça aussi ce côté on banalise ou on minimise ces faits, on se dit bon ça se passe chez le voisin, je n'ai pas à me mêler de cette histoire parce que ça n'impacte pas directement ma maison, ma famille, mais c'est une erreur de penser ainsi, parce qu'une femme qui est violentée, imaginez aujourd'hui en République du Congo, nous sommes la majorité, peu sont ceux qui vivent dans leur propre cours, nous partageons tous des cours communes, c'est-à-dire une maison où se vit tout le temps des spectacles de violence impacte à l'enfant du voisin qui est de l'autre côté, c'est-à-dire cet enfant il y regarde, pour lui il consomme en fait l'image qu'il voit et je vous rassure que cet enfant va reproduire cela dans les jours à venir. Va reproduire ce schéma. Oui. Et pour lui, il croira que c'est normal. Il faut reproduire parce que j'ai vu telle chose se faire chez X. Donc, ça veut dire, moi, je peux consommer et puis je peux reproduire. Donc, il faut éviter de tomber dans ce piège de la reproduction. C'est pourquoi il est temps que les voix s'élèvent pour dénoncer les violences conjugales. Docteur, quelles sont les conséquences psychologiques à long terme pour une femme ayant subi des violences conjugales? Les conséquences à long terme sont multiples et graves. Par exemple, les traumatismes, parce que ces femmes-là développent de l'anxiété, développent de la dépression et on pourrait, comme j'ai dit en amont, développe aussi des stress post-traumatiques qui feront à ce que cette femme-là ne s'intègre pas ou ne se réintègre pas facilement dans la société. Hormis cette conséquence, il y a aussi la perte d'estime de soi ou le manque de confiance en soi. Vous voyez, la femme se dit que bon, me faire battre est normal et puis je suis devenu comme un jouet. Vous voyez, je me laisse battre et c'est ce qui va faire à ce que cette femme se dévalorise, ne se sente pas femme, elle se conçoit comme un jouet. Donc, ce sont ces conséquences psychologiques qui affectent durablement ou profondément la vie individuelle, mais il ne faut pas aussi laisser de côté l'aspect social ou la vie sociale, parce que Madame
l'a souligné que les violences en milieu conjugal constituent un fléau à éradiquer ou à atténuer. Parce qu'un enfant qui grandit dans un environnement où la violence est une nourriture quotidienne, demain, il va la reproduire. Donc, il faut casser cette dynamique pour éviter ou pour ne pas assister à la naissance des futurs bébés noirs. Donc, les conséquences sont à la fois individuelles et sociales. Est-ce que ce type de violence peut rendre une femme addicte? Pour elle, elle peut se dire que c'est normal et tout, que je me fasse battre par mon homme. Et même si elle quittait ce foyer et qu'elle partait ailleurs, pour elle, ce serait normal que ce type de violence se produise. Est-ce que ces violences rendent addict aussi? Oui, l'addiction liée aux violences conjugales, bon, c'est difficile parce que normalement un homme ne peut pas s'habituer à la souffrance. Mais il y a des femmes qui activent quand même cette résilience, qui se disent, je vous ai parlé de la stigmatisation, la peur de l'exclusion, tout ça là, qui feront à ce que cette femme-là s'habitue. Parce que je ne parle pas en termes d'addiction, mais plutôt d'habituation à cette et la souffrance ou les violences ou la violence conjugale devient en quelque sorte une partie de soi. Vous voyez, une nourriture quotidienne pour elle. Elle se dit, bon, je fais comment? Je suis venu au foyer. Papa, avant même de venir, papa disait que moi, je ne bois qu'une seule fois. Ouais, c'est ça aussi un élément qui fait à ce que la femme ne dénonce pas, que la femme s'habitue à cette violence par peur ou au risque de perdre son mariage, étant donné que le mariage est devenu de l'or actuellement. Il va falloir aussi qu'on dise aux femmes lors de nos mariages traditionnels, si ça ne marche pas, tu peux revenir, la porte est ouverte. Au lieu de dire que moi, je bois, je n'ai pas envie de vomir. Je pense que là, il faut sensibiliser aussi les parents et qui inculquent déjà cette peur. Ouais, que le mariage est difficile. Le mariage est difficile. Ouais, il faut supporter. Le mariage dans le pire et dans le meilleur. Parce que qu'est-ce qu'on entend par le pire? Ce sont les coups. Le pire, ça peut être ça aussi. Il faut supporter. Il faut s'habituer à ça. Vous voyez, il faut légitimer la souffrance. Il faut s'habituer, il faut normaliser la souffrance. En ce moment-là, ça pose problème parce qu'un jour, vous allez voir les conséquences, le maigrissement, le manque de sommeil, tout ça là, la femme devient colérique même avec les enfants quand le mari n'est pas là. Il déverse toute la colère. En ébullition, en effervescence, parce que la femme se dit, quand le mari est là, elle me tape, il me tape plutôt, moi aussi. Je dois faire quoi avec les enfants? C'est un mécanisme de défense pour cette femme-là. Donc, il faut sensibiliser du côté de la femme et du côté de la famille, du côté de la société aussi. Et c'est très dangereux de laisser les enfants vivre dans cet environnement. Je suis avec vous, Isaac Ongaï, on ne vous a pas oublié. Oh non, je suis toujours prêt. Voilà. On reste sur les peines théoriques qu'on court en conjoint coupable de violence. En théorie, qu'est-ce qu'il encourt? En théorie, ça peut aller à 3 ans, mais il y a aussi la réclusion criminelle lorsque c'est grave, donc la personne est condamnée de façon définitive. Et donc, il y a aussi des amendes qui peuvent aller jusqu'à 500 000 francs CFA. Et ce sont des moyens, en fait, pour, créer cette crainte-là au sein des hommes. Parce que lorsqu'ils vont se dire que, si je la violente, elle va aller porter plainte et puis, il faudrait que je puisse payer 500 000 francs ou je ferai 3 ans, 5 ans de prison. Donc, ce sont des procédures qui ont été mises en place pour sensibiliser ou favoriser justement la lutte contre les violences faites aux femmes. Et en pratique, ces sanctions sont-elles réellement dissuasives? Oui, elles sont dissuasives. Le problème, en fait, c'est que ces sanctions-là, c'est au niveau même de la décision de justice. Parce qu'avant même d'avoir la sanction, avant d'être sanctionné, d'aller en prison ou ailleurs, il faudrait que le juge puisse décider.
Et c'est à ce niveau-là où ça peut peut-être bloquer. Il y a certains juges qui ne vont pas jusqu'au bout de leur décision. Ouais. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Normalement, s'il est coupable, s'il y a les preuves, va falloir qu'il réponde de ses actes. Mais qu'est-ce qui bloque réellement? Là, je parlerai d'un manque de professionnalisme, peut-être du service judiciaire. Un manque de professionnalisme, oui. Donc en sous-entendant, je ne sais pas, qui ne sont pas formés? Certains. Pas la totalité. Oui, docteur, vous voulez ajouter quelque chose, allez-y. Ce n'est pas seulement le manque de professionnalisme. C'est quoi aussi? Mais il y a aussi d'autres facteurs qu'il faut souligner. C'est quoi ces facteurs? Par exemple, l'émission du pouvoir. L'aspect politique. L'aspect politique qui prime sur le corps judiciaire, parce qu'actuellement, vous avez un parent incarcéré là-bas, il suffit seulement d'aller, puis vous voyez, mais entre guillemets, bien sûr, vous voyez, donc c'est beaucoup plus cet aspect, vous voyez, qui met le juge dans une posture un peu fragile et se dit que mais c'est l'enfant d'eux. Vous voyez, mais si je le fais, bon, bien que je condamne, mais demain on reviendra pour voir vous voyez, le patron et on va le faire sortir. Et il se met dans une posture de faiblesse, dans une position fragile, vulnérable et incapable même de rendre le vrai verdict. Je dis, tout est déjà fait en avance. Et la corruption aussi. La corruption, il faut souligner, bon, notre corps vous voyez, est tellement ancré dans cette pratique-là et c'est ce qui nous nourrit, nous, en tant que Congolais, en tant qu'Africains. Et vous voyez, donc ce n'est pas seulement le manque de professionnalisme ou de formation, mais il y a beaucoup de facteurs qui alimentent ces décisions-là. On va revenir sur l'impact de ces violences sur les enfants qui sont témoins au sein de cette famille. C'est quoi véritablement l'impact? Le développement, premièrement, de la déviance ou de la violence. Les enfants pourraient se dire que la violence est une pratique normale. Donc moi, quand j'aurai ma femme, il faut la battre. Oui, ça c'est normal. Maintenant, il y a aussi l'aspect. L'impact est pluridimensionnel sur le côté éducatif, que dans une maison où il n'y a que des bagarres, les enfants ne seront pas concentrés. Parce qu'ils se disent, mais à chaque fois, papa et maman, ça ne va pas, même à l'école, mais peut-être qu'à la maison là-bas, papa est en train d'abattre maman, tout ça. Il y a l'impact psychologique. L'enfant stressé, l'enfant a peur, toujours maman et papa, vous voyez, et ça ne laisse pas tranquille l'enfant. L'enfant est dans un environnement ou dans un giron familial qui n'est pas aisé, qui n'est pas pacifique, qui n'est pas discipliné. Et ça peut créer beaucoup de tensions chez l'enfant jusqu'à ce que, même pour grandir, là, vous allez constater que les enfants maigrissent et les enfants ne sont pas à l'aise, ou même pour travailler à l'école, c'est difficile parce que l'enfant pense à ça. Donc, il y a beaucoup d'impact sur les enfants et sur plusieurs aspects de la vie. Lentement et sûrement, nous allons à la fin de notre émission. Une question chacune. Guylaine Apovoor, en tant que femme politique, quelles mesures concrètes proposez-vous aux autorités congolaises? Madame Nessine, vu l'ampleur de cette question qui gangrène, qui déstabilise nos sociétés, il est impératif que les politiques soient mises en place pour éradiquer cela. Nous avons ici un juriste, un psychologue qui nous ont parlé. Nous comprenons que le besoin, il est plus que temps de mettre déjà en musique certaines préoccupations. Il ne faut pas toujours attendre le pire. Moi, je pense que là, il faudra certainement mettre en
place des centres d'écoute des femmes. Nous avions dit tout à l'heure, c'est vrai qu'une femme pouvait se déplacer, aller à un commissariat, mais le fait de rencontrer, elle, de se mettre en face d'un gendarme qui sera peut-être un homme qui ressemblerait à l'homme qui là-bas à la maison, ou de rencontrer un policier qui va peut-être s'élancer déjà un jugement pour lui dire que c'était normal, ou soit de se fuger sur les jugements de la société. Il est impératif aujourd'hui de mettre des centres d'écoute où les femmes peuvent se sentir en sécurité, c'est-à-dire je quitte un point A pour aller à un point B pour parler d'un problème qui me ronge. Et celui qui est là, c'est une personne qui a été, qui est professionnelle, qui va m'écouter sans me juger. Mais par contre, en sortant même de ce centre, je serai capable de sortir de là déjà avec un processus de guérison. Voilà, c'est pourquoi il est préférable de mettre en place des centres d'écoute. Et ces centres doivent être composés pas seulement de ceux qui écoutent, mais des psychologues, des juristes. Et je pense qu'en sortant de ces endroits-là, la personne qui sort de là se sent un peu rassurée, c'est-à-dire j'ai parlé aux personnes qui peuvent m'apporter de l'aide. Parce que le processus, comme nous le disons tantôt, ne viendra que du fait de prendre conscience qu'il faut briser le silence. Il faut commencer par dénoncer. En dénonçant, on se sent protégé. Et puis, comme nous parlions de mettre en place une campagne de sensibilisation, parce que cette campagne de sensibilisation n'est pas seulement une campagne pour la femme, mais c'est une campagne qui va finalement impacter les deux genres de notre société, donc que ce soit la femme et l'homme. Et c'est pourquoi même par rapport à cette campagne de sensibilisation, il sera mieux de mettre même ceux que nous appelons des chefs traditionnels, c'est-à-dire des gardiens de nos traditions, parce qu'il ne faudra pas que nous puissions emmener des propositions qui va rentrer peut-être en adversité avec nos us et coutumes. Il faut mettre des mécanismes qui épousent finalement. Et puis nous savions, hein, nous sommes dans des sociétés où il faut faciliter plus surtout la communication. Et souvent, quand c'est un chef coutumier qui s'élève pour parler d'un fait, je pense que ça a plus d'impact que lorsque c'est un monsieur qui se met dans une posture d'homme, qui voit Madame Guylaine Flore l'aborder pour dire non, vous devez arrêter de battre votre femme. Je pense qu'il n'y aura pas assez d'impact. Mais quand c'est dit d'un chef coutumier, donc c'est-à-dire dans des milieux ruraux, à l'interland, quand ce message est porté par des personnes habilitées, et voilà, je pense que là, au moins, il y aura un impact que nous pouvons peut-être dire un impact positif, parce que le but ici, c'est d'avoir une société où les deux genres peuvent vivre en cohabitation sans que l'un n'empiète sur l'autre. Parce que imaginez une femme qui se sent tout le temps battue par l'homme, il va susciter en elle cette envie de revanche, c'est-à-dire je dois venger. Et elle va peut-être se livrer aux arts martiaux, soit elle peut utiliser des armes blanches. Mais est-ce que c'est ça ce que nous voulons de notre société, que demain qu'il y ait une société où la femme se pose comme l'adversaire de l'homme, ou que l'homme soit comme l'adversaire de la femme? Je pense que c'est pas ça. Donc nous voulons une société où l'ambiance est conviviale, c'est-à-dire il faut apporter ce message aux deux genres pour espérer demain avoir une société plus conviviale. Merci. Isaac, hein, le droit congolais protège-t-il suffisamment les femmes face aux violences économiques ou psychologiques, souvent moins visibles, mais tout aussi destructeurs? Alors moi, je suis quelqu'un d'honnête, j'aime bien dire la vérité. Allez-y, même si dites-nous. je suis un grand défenseur du droit. Dites-nous, vous êtes sur Tcheleka, qui signifie vérité. Déversez-nous votre vérité. Et donc, sincèrement, je pense que le droit congolais ne protège pas les femmes victimes de ce type de violence-là, parce qu'il y a un manque d'ineffectivité. Et à l'exception même de l'ineffectivité, je vais revenir sur d'autres points. Comme j'ai parlé de la formation, déjà certains services de police qui ne sont pas formés, certains services judiciaires qui ne sont pas formés, et il y a une grande présence de la corruption, comme l'a dit notre cher psychologue. La corruption, c'est vraiment l'un des plus grands problèmes de ce pays. Et donc, ce sont des phases à dépasser, à vaincre. Donc, il y a la lutte contre la corruption, il y a la formation de ces services-là et l'effectivité de ces textes-là.
Je vais revenir sur une partie de la loi. Allez-y, très rapidement. L'article 30 de la loi Mouebara dit « L'État doit favoriser la création d'espaces de conseil ainsi que de centres d'assistance clinique, psychologique, sociale, juridique chargés de prévenir les violences et de pourvoir à l'assistance aux victimes. » Mais jusqu'à présent, on en est où? Est-ce qu'il y a des centres de psychologie? Est-ce qu'ils ont créé des centres pour accompagner ces dames-là? Au docteur de nous répondre, est-ce qu'il y a des centres? Je peux terminer, madame. Allez-y. Parce que j'ai entendu parler du centre Mouebara. Le centre Mouebara, c'est un centre qui va accueillir ces dames, mais depuis 2023 jusqu'à présent, on n'a pas créé ce centre. Donc, et d'ailleurs, un seul centre ne va pas suffire à recevoir toutes les femmes du Congo jusqu'à la Likwala ou je ne sais autres. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une effectivité. Quand on promet quelque chose, s'il faut créer des cliniques, il faut le faire. Donc, c'est là le plus grand souci, je pense. Docteur, hein, comment accompagner une victime dans son processus de reconstruction? Existe-t-il un soutien psychologique accessible au Congo aujourd'hui? En parlant de ça, on parlera des centres. Est-ce que ces centres-là existent ici au Congo? Je pense que sur la question de texte, est-ce que le droit congolais protège? Je commencerai par... Allez-y, très rapidement. C'est le prolongement de sa réponse. Je pense que le droit en lui-même protège la femme congolaise. Mais le problème, c'est l'effectivité. Et je vous ai fait mention de plusieurs facteurs qui affectent, vous voyez, cette protection-là. En ce qui concerne les centres de prise en charge, je peux vous formuler ça comme ça. Je pense que les centres existent. Les centres existent parce qu'il y a des psychologues. La prise en charge peut être globale ou individuelle. Vous voyez, il y a la maison de bien-être. Ouais, vous pouvez aller là-bas, on va vous prendre en charge. Il y a des psychologues qui sont là-bas. Et si vous avez besoin des psychologues, les psychologues sont partout. Il suffit seulement de mettre, venez même à la flash où il y a tout un parcours type psychologie. Donc, on va vous orienter pour que, en cas de maltraitance, non, je parlerai plutôt de violence et conjugale, et le psychologue sera là pour vous prendre en charge. Donc, le prolongement de cette question, c'était quoi? C'était quel est le processus? Est-ce qu'il y a un processus d'accompagnement pour ces victimes-là de reconstruction? Bien sûr, il suffit seulement d'aller voir un psychologue, d'émettre votre demande, et le psychologue sera à votre secours pour vous écouter, parce que c'est d'abord l'écoute active qui permet au psychologue de pénétrer votre trame conflictuelle et votre mal-être, afin qu'au travers de ces outils, de ces techniques thérapeutiques, pour que demain, vous ne soyez plus une femme souffrante, mais plutôt une femme comme toutes les autres femmes. Nous sommes arrivés à la fin de nos échanges. Très rapidement, Guylaine Apovoa, 30 secondes pour clore cette tribune spéciale. Très rapidement, Guylaine. Merci. Pour clore, moi je dirais plutôt, il faut rappeler à l'homme qui pense que la femme est une proie, que la femme finalement n'est pas une proie, parce que déjà nous parlons ici sur des questions de dominance, mais n'est pas dominant celui qui frappe, mais est dominant celui qui protège. Voilà, en 30 secondes, puisque vous m'avez accordé. Merci beaucoup, Guylaine. Merci. Isaac? Alors, je vais être très court aussi. Déjà, je dirais qu'on doit continuer à vulgariser les textes qui ont été mis en place, et que le problème de violence conjugale ou encore des droits de la femme concerne tout le monde. Ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les hommes aussi, car derrière chaque grand homme se cache une femme. Docteur Jurch. Merci. Je pense que... En un mot, je parlerai de la sensibilisation. Il faut renforcer la sensibilisation au travers de laquelle il y aura l'approche éducative qui mettra l'accent sur l'égalité ou la parité ou l'équité, comme sur dire madame, pour qu'on assiste à une société saine et pacifique. Merci. Alors, merci d'être passé sur le plateau de Tcheleka Média. Revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous. Merci. Merci. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, n'oubliez pas de partager ce contenu, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites un effort supplémentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer.
Merci. Je vous dis à très bientôt pour un autre numéro.